Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour un tout nouveau format sur la chaîne dans lequel je vais recevoir des femmes inspirantes qui raconteront leur parcours professionnel. Ces femmes nous montreront qu'on peut être ambitieuse et oser suivre nos rêves pour faire ce qui nous inspire vraiment. Ce format est disponible en version audio en podcast mais aussi en version vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Laura Nsafou, autrice afroféministe qui va venir nous parler de son parcours en tant que femme noire dans le monde de l'écriture et qui nous présentera son tout dernier livre que je vous recommande d'ailleurs chaudement. Bonjour Laura. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, en pleine promo, donc ça va. C'est ça, t'es assez chargée, je suppose. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup du coup déjà d'avoir accepté de venir ici. Merci de m'avoir invitée. Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais un peu te présenter aux personnes qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Je suis blogueuse afroféministe et également autrice. Donc, blogueuse par un blog que je tiens depuis presque 10 ans qui s'appelle Mrs. Roots, où en fait, je traite de toutes les littératures afro, que ce soit donc caribéenne, que ce soit issu du continent africain, ou même bref de différents courants et autres. Et également, je traite de la question afroféministe, c'est-à-dire que j'analyse les différentes discriminations vécues par les femmes afrodescendantes en France et voilà, par rapport aux débats de société qu'on peut voir aujourd'hui. Ok, super intéressant. Et t'habites où du coup, toi? Donc du coup, j'habite en région parisienne. Région parisienne, d'accord. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours? Comment est-ce que tu en es arrivée ici? Nous dire un peu voilà, ce que tu as fait peut-être comme études, etc. Voilà, nous expliquer ça. Alors déjà, j'aimerais commencer par le fait que c'était pas du tout prévu que je finisse autrice, c'est-à-dire qu'effectivement, donc j'ai toujours écrit depuis très jeune, c'est-à-dire que dès 8 ans, je collais des feuilles ensemble et je disais c'est une histoire et un livre. Et c'est vrai que j'ai cultivé ça comme passion en parallèle après de mes études, c'est-à-dire que après un bac littéraire donc que j'ai fait à Orléans, donc la ville d'où je viens. J'ai suivi une prépa lettres, toujours à Orléans, et j'ai continué ensuite avec une licence de lettres modernes. Et à la fin de cette licence, en fait, c'est posé surtout la question de est-ce que je voulais, est-ce que je voulais rester près des livres ou est-ce que je voulais juste plutôt les enseigner, être dans ce rapport, voilà, dans le cadre scolaire, etc. Ouais. Et donc, je choisis de me tourner vers l'édition parce que c'était vraiment, je voulais vraiment être derrière les livres, Ouais, c'est-à-dire les faire, peut-être les promouvoir, enfin voilà, c'était encore quelque chose de très flou. Et c'est vrai qu'en général, l'édition est un petit peu floue pour qu'on n'est pas encore vraiment dans le milieu. Donc, je suis partie vraiment sur cette idée-là. J'ai donc par la suite suivi donc un master édition que j'ai fait donc sur 2 années, donc une première année à Limoges et ensuite une deuxième année que j'ai fait à Paris. Et en fait, c'est vraiment au cours de ce master que j'ai commencé à multiplier les stages parce que je voulais vraiment avoir un peu tous les... Enfin, l'édition est vraiment large, donc que l'on travaille donc, du côté très éditorial sur le texte, avec voilà, la correction, le rapport à l'auteur, ou que ce soit la promotion, ça n'a rien à voir, ou la fabrication, là encore, ça n'a rien à voir, ou être libraire encore, ça n'a rien à voir. Donc j'avais vraiment un peu cette peur de m'enfermer dans quelque chose au cours de ma formation, et finalement d'être dirigée vers Du coup, j'avais vraiment cette peur en fait d'être enfermée dans une partie en fait de ce que recouvre le monde de l'édition sans avoir tout testé. Ouais, Et je pense que c'est pour ça que les stages aussi étaient très importants dans ma formation. Bref. Et donc, à la fin de cette formation, j'ai réalisé que ce qui m'intéressait le plus, c'était la communication du livre, enfin, comment on défend un livre plus que le travail éditorial. Donc, j'ai continué, du coup, donc, dans la vie professionnelle, à travailler un peu dans les maisons d'édition. Et puis en fait, je me suis dit, mais il y a d'autres choses que des livres. Donc après, ça a été un peu des projets hybrides qui étaient vraiment entre le numérique et le livre même. Parfois plus autour de la communication culture. Donc voilà. Et en fait, j'ai continué comme ça. Et en parallèle de ma vie professionnelle, j'avais toujours ce blog où je parlais de littérature, où j'analysais justement le manque de représentation aussi qu'il y avait en littérature française, que ce soit en jeunesse, que ce soit en roman ou autre. Voilà, même en tant qu'étudiante, quoi, on étudie la littérature classique française, il n'y a pas beaucoup de personnes noires. Effectivement. Voilà, ou alors ça va être c'est-à-dire que même les auteurs entiers n'étaient pas forcément valorisés dans les programmes scolaires que je suivais.
Du coup, oui, donc c'est par le biais de mon blog que j'ai rencontré ma première éditrice, qui, en fait, ayant vu que j'interrogeais justement le manque de représentation en littérature jeunesse, et notamment en interrogeant les parents, comment ils font pour trouver Ouais. justement des livres pour enfants qui représentent des enfants noirs ou même la question du handicap ou autre, m'a demandé est-ce que moi je me sentais capable d'écrire un livre pour enfants autour du cheveu crépus avec une petite fille noire. Et donc, en fait, c'est ça qui a été mon premier pas de publication, en fait, Ouais. en tout cas en jeunesse. Avant ça, j'avais déjà publié un roman via une petite maison d'édition qui s'appelait à l'époque les éditions Synapse. Mais pareil, c'était pas quelque chose qui venait de mon parcours professionnel, c'était vraiment, j'envoie mon manuscrit, je vois ce qui se passe. Et donc oui, j'ai de la chance ensuite d'être suivi par cette maison d'édition-là. Mais donc voilà, c'est le passage à la carrière d'autrice à temps plein est venu beaucoup plus tard. Ouais. Donc bref, du coup, après cette rencontre avec l'éditrice, suite au fait qu'elle ait trouvé mon blog, sort Papillon Noir. Ok. Donc, quand même Papillon Noir, qui est donc mon premier album pour enfants. On est en 2017. C'est un livre qui sort suite à une campagne de financement. Donc, la question, c'est est-ce que ce livre qui n'est pas disponible dans la librairie, etc., va marcher? Or, il y a eu une telle demande que ça a été compliqué, en fait, de pouvoir suivre la demande, en fait, Mm. de ce livre-là. Donc, ce qui s'est posé comme question, c'était de trouver un éditeur plus gros. Donc, du Ok. coup, j'avais toujours seulement Papillon Noir. J'avais un emploi à temps plein en communication et gestion en parallèle. Mais du coup, c'est vraiment un livre qui est parti de l'édition indépendante pour arriver à l'édition traditionnelle puisque finalement après il est rentré chez Cambourakis, qui appartient au groupe Actes Sud, et c'est là où en fait on a connu un boom en fait. C'est-à-dire Ouais. que là on s'est retrouvé avec en une semaine des ruptures de stock dans toute la France, enfin c'était Ok. surréaliste. Gros succès. Voilà, gros Ouais. succès. Gros succès qui... Enfin, je pense pas que ça allait durer aussi longtemps, parce qu'en général, pareil, on dit que la vie d'un livre, c'est 3 mois, 4 mois ou peut-être Mm. 6 mois. Là, ça a duré plus d'un an. Ouais. Donc c'était assez phénoménal, Mm. assez phénoménal. Donc la question s'est posée de, bah, on peut pas quitter en fait son emploi pour un seul livre. Mm. On peut pas vivre sur, enfin, à moins que c'est vendu vraiment des millions, Oui. mais voilà. Donc ma carrière d'autrice s'est vraiment fait en parallèle de tout, enfin c'est construit vraiment par petites touches autour Mm. de ce livre-là. J'ai continué à écrire des livres pour enfants avec Cambourakis, il y a eu le chemin de Djada, etc. Et puis j'ai été finalement approché par une agence littéraire. Donc une agence littéraire propose en fait de nous représenter en tant qu'auteur, de démarcher aussi des maisons d'édition voilà, pour proposer mes manuscrits. C'est ça, c'est que j'avais finalement un soutien de quelqu'un qui pouvait vraiment démarcher plusieurs maisons d'édition et donc me permettre peut-être de faire plusieurs publications sur Ouais. le long terme. Euh, mais bon, voilà, il faut savoir aussi que les droits d'auteur, ça tombe une fois par an, donc on peut pas vivre chaque mois à payer Mm. son loyer avec les droits d'auteur. Donc je précise parce que c'est plein de facteurs à prendre en compte derrière ce qu'on appelle une carrière d'autrice en fait. Donc tout ça c'est un petit peu finalement mis bout à bout, Papillon Noir, puis après il y avait d'autres succès avec Le Chemin de Jada, donc le second livre pour enfants. J'en ai sorti un troisième. Et puis surtout, j'ai d'autres projets que j'ai vendus entre-temps, qui m'ont permis finalement de me dire, bah, je vais sauter le pas. Parce que j'arrivais à un moment où ma vie d'autrice était plus qu'un 35 heures. Et j'avais un 35 heures. Donc Ouais. Ça devenait compliqué. voilà, Ouais. donc ça devenait très compliqué. Et je pense que c'est là en fait, où on arrive à un point en tant que même travailleur indépendant où on se fait confiance en fait. Même si j'avais pas vraiment d'assurance sur qu'est-ce qui allait se passer pendant les 10 prochaines années. Je me suis dit, écoute, tu prends un an, tu vois comment ça se passe, tu deviens autrice à temps plein, et tu vois comment ça se passe en fait. Sauf que j'ai fait ça juste avant le confinement. Ah oui. Juste avant le confinement, enfin voilà, juste avant le début de la pandémie, je suis à mon compte et en fait, il y a eu la question de qu'est-ce qu'on fait en tant qu'auteur? Comment on crée dans des conditions comme ça Mm. quand il n'y a plus de salons, il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus
de rencontres librairies ou autres. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de revenir sur le net, ce que je faisais en fait en étant adolescente, écrire Ok. des histoires disponibles. Et c'était Nos jours brûlés, en fait. Ouais. Le projet donc c'était par feuilleton, une fois par semaine ou autre. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que tous ces projets-là se sont mis bout à bout. Et c'est le fait qu'il y ait en fait un catalogue qui s'est dessiné en tant qu'autrice qui m'a Mm. permis finalement d'installer ma carrière d'autrice à temps plein après. Ouais. Voilà. Ok, je vois. Et donc, du coup, tu as vraiment commencé sur de la littérature jeunesse et au final, ça a vraiment super bien marché. Dans Papillon Noir, du coup, t'évoquais quoi? T'abordais quoi comme sujet? Alors c'est intéressant parce que Papillon Noir, c'est vraiment le livre où je suis partie d'un souvenir d'enfance que j'ai Mhm. transformé en fiction. C'est-à-dire Ok. que Papillon Noir raconte l'histoire de Adé, donc une petite fille qui se fait moquer pour ses cheveux crépus par deux camarades et qui donc après avoir donc reçu ses moqueries part voir sa mère en lui disant je n'aime pas mes cheveux, je déteste mes cheveux, etc. Donc expérience qui est très commune chez les femmes noires, Mm. chez les petites filles noires, quelle que soit la génération, voilà, on l'a majoritairement toutes vécu. Le truc, c'est qu'en fait, la mère d'Adé va lui dire: «Mais moi, je pensais que tu aimais les papillons noirs». Et donc Adé est là en se disant: «Oui, quel rapport avec mes cheveux?» Et sa mère lui dit: «Mais si tes cheveux qui sont noirs, qui sont crépus, etc., sont comme des papillons, tu devrais en prendre soin et les aimer tout autant». Mm. Donc Adèle ne comprend pas trop, tout de suite trop la comparaison qui est faite entre ses cheveux et des papillons noirs, mais elle se dit ah peut-être que ce que ma mère veut dire c'est que si je m'en occupe j'ai des papillons noirs qui vont sortir de mes cheveux. Mm. Et donc là commence ce travail où elle va commencer à s'occuper de ses cheveux, à interroger ses amis, interroger ses tantes en disant mais vous aussi vous avez des papillons. Et en fait c'est vraiment un parcours d'estime de soi et de confiance en soi que Adé va initier pour finalement aimer elle-même ses cheveux en dehors du regard extérieur. Ok. Euh, donc voilà, donc c'est ce livre-là qui a non seulement parlé à beaucoup de gens dans le fait d'aborder aussi la question des discriminations à hauteur d'enfants, parce que souvent on dit ah mais non c'est Mm. l'école, c'est les enfants, etc. De parler aussi de montrer une diversité aussi des personnages noirs, parce qu'il y a différentes carnations, différentes Mm. morphologies et autres. Donc c'était assez inédit enfin en littérature jeunesse de proposer un livre comme Ouais. celui-ci. Et, euh, et voilà, c'est ce que... D'où son immense succès, en Voilà, fait. Je pense que voilà, c'est qu'il y je avait vraiment suppose. un besoin au final. Oui, il y avait un Mm. besoin et je pense aussi que, alors là où beaucoup de gens se disaient, oui, c'est un besoin qui ne concerne que les familles noires en France, pas du tout, en fait. Il y avait un besoin des profs, des Mm. psychologues, en fait, ou même des éducateurs, en fait, de vouloir montrer, en fait, de proposer même juste à d'autres enfants qui ne sont pas noirs, bah, d'autres héros, en fait, Oui, c'est qui ça. ressemblent à leurs camarades de Mm. classe, en fait. Donc je pense que ça a vraiment poser la question de qu'est-ce qu'on appelle une littérature vraiment représentative en France. Est-ce que la littérature que l'on a aujourd'hui correspond aux personnes qu'on voit dans le métro Mm. ou dans le bus ou dans le train? Pas encore. Ouais. Je pense que c'est ce qui a fait qu'il y a pas mal de débats autour de ce livre aussi, quoi. Mm. Ok, je comprends. Et donc, du coup, tu as tout de suite été plus intéressée vers la littérature jeunesse. Comment est-ce que tu expliques ça, un peu le fait de Alors, t'intéresser à ça? Parce que c'est vrai que c'est un milieu qui est hyper passionnant, qui est hyper riche, mais bah voilà, tu disais que tu avais fait un parcours de lettres modernes, mm, etc. Et c'est vrai que bah, dans ces parcours-là, pour l'avoir fait aussi, on nous parle pas beaucoup de littérature jeunesse et mm. c'est euh, un peu minimiser le travail des auteurs, des autrices jeunesse. Bah, c'est assez intéressant ta question dans le sens où moi j'étais d'abord une grosse passionnée de romans Mm. surtout et que c'est par la porte plus critique de l'expérience de lecteur. Donc en fait aujourd'hui il y a des enfants qui sont lecteurs de littérature qui ne leur ressemblent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je me suis intéressée à la jeunesse, notamment comme médium bah, de construction en termes d'identité, en termes de personnes. Enfin voilà, c'est un peu même si aujourd'hui on a beaucoup d'écrans, c'est quand même le premier médium que les enfants bah, utilisent à l'école, il y Ouais. a les CDI, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait de l'objet livre jeunesse? Donc Papillon Noir, je pensais pas que Papillon Noir allait avoir une telle envergure, donc c'est vrai qu'à Papillon Noir, je me suis dit, ah c'est bien s'il y a un livre comme ça qui est disponible, au moins, Ouais. si quelqu'un en a besoin, c'est là. Mais après, ça a ouvert quand même un champ des possibles beaucoup plus grand sur quel thème on peut aborder en jeunesse,
qui sont des termes sérieux, parfois difficiles, donc le racisme, le colorisme. Dans le chemin de Djada, je parle du colorisme, donc vraiment de cette hiérarchisation, pardon, entre les personnes qui ont une carnation plus claire et celles qui sont plus foncées et qui sont perçues comme étant laides ou des choses comme ça. Ouais. Donc comment on parle de ça aux enfants? Et c'est ça qui m'intéresse avec les livres jeunesse, c'est que c'est quand même un genre très exigeant parce qu'on ne peut pas dire aux enfants, on peut pas parler aux enfants comme on parle à un adulte. Ouais. Il y a aussi, en termes de médium, le travail entre l'illustration et le texte est fascinant, mais hyper compliqué. C'est-à-dire que pour avoir fait même ce travail-là, quand on sort du roman, moi j'avais... Enfin, la première version de Colonial Papillon Noir, c'était un mini-récit. Ouais. Et on m'a dit qu'il y a plein de choses que je dois enlever parce que je dois faire confiance aux illustrations pour le raconter. C'est terrifiant quand on est auteur. On se dit, mais on se dit, oui, l'auteur de l'image ne pourra pas tout raconter. Et en fait, non, il y a vraiment un travail, un lâcher-prise, et effectivement aussi une confiance qu'on a avec l'artiste et l'éditeur qui travaille avec nous. Mais ouais, c'est un autre médium, c'est complètement un autre médium. Et ça m'a fasciné, ça m'a fasciné. Donc c'est ce qui fait que là, par exemple, en septembre, donc le 1er septembre, j'ai sorti mon 4e album jeunesse qui s'appelle La demeure du ciel, où là, on a voulu vraiment traiter la question du deuil et de l'absence. Okay. Mon éditrice m'a dit, enfin, elle était hyper enthousiaste, mais elle m'a dit que ça allait être compliqué de défendre ce type de titre-là, parce qu'il y a cette image que la jeunesse, faut que ce soit voilà, que des choses joyeuses, ouais. etc., etc. Or, en fait, l'histoire est joyeuse. C'est juste que c'est une autre manière de parler du deuil, et qu'en fait, c'est ça le travail qu'on fait en jeunesse, c'est de savoir comment on peut amener des sujets qui sont hyper voilà, sensibles, et en faire un sujet de discussion avec les enfants. Et c'est des discussions aussi que les parents ne savent pas parfois amorcer avec leurs enfants. Donc la force aussi de la littérature jeunesse, c'est que ce sont aussi des médiums de discussion où les parents se disent « Ah, ok, il y a une fiction qui peut mieux le dire que moi ouais, », et permettre aussi une porte d'entrée sur voilà, sur des thèmes qu'on ne maîtrise pas toujours. Parce que mine de rien, faut le rappeler, les enfants, ce sont aussi des adultes de demain. Exactement. Ouais, bah, c'est hyper intéressant en tout cas. Ok, donc avant de parler plus précisément de ton livre qui est actuellement en librairie, je voudrais qu'on parle un peu d'autres choses que tu as fait dans ta vie professionnelle. C'est cet accélérateur que tu as créé qui s'appelle Afrolab, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, quand est-ce que tu as créé ça, pourquoi, etc. Oui, alors Afrolab, je l'ai créé en 2017, donc c'est un accélérateur qui propose d'accompagner des porteuses de projets en prenant en considération les discriminations qu'elles subissent. Donc que cela relève du genre, de la classe sociale ou même de la diversité ethnique. Comment, voilà, par exemple, une jeune femme noire qui demain veut lancer sa chaîne YouTube, elle va avoir une tonne de commentaires, voilà, cyberharcèlement, etc. Ouais. Et il y a des moyens justement de l'accompagner et d'encadrer en fait ce type de projet-là. J'ai eu l'idée de lancer en fait d'abord c'était une journée de rencontre qui était vraiment une journée de workshop où on proposait 4 ateliers, donc vidéo, édition, podcast et numérique. Et donc voilà, les personnes pouvaient venir participer et pendant peut-être un atelier de 2 heures, poser leurs questions. Parce que je trouve que quand on fait ces projets tout seul, il y a des fois où on perd beaucoup de temps parce qu'on n'a pas quelqu'un qui a juste répondu à une question. Oui, c'est ça, ouais. C'est pas forcément facile de trouver les réponses hyper précises. C'est ça. Ouais. Et c'est vraiment avec cette envie-là que j'avais envie d'un espace où, déjà, qui soit bienveillant, où les gens, en fait, comprennent qu'il n'y a pas de questions bêtes, déjà. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut marteler, pas de questions bêtes. Voilà, que un projet... beaucoup de gens arrivent avec un projet en se disant non mais c'est un petit truc que je fais le week-end, c'est pas très sérieux, mais en fait parfois c'est une entreprise qu'ils ont déjà mis en route, donc même cette conscience d'être entrepreneur ou entrepreneuse, elle n'est pas chez tout le monde. Et ça aussi ça s'accompagne. Ouais. Donc il y avait vraiment, voilà, ça a commencé comme une journée d'atelier, et en fait à la suite de cette journée d'atelier, j'ai rencontré ceux qui allaient devenir mes associés, qui m'ont dit mais
faut que ce soit plus qu'une année par an, en fait. Parce que donc c'était un rendez-vous annuel à la base. Et on dit non, mais il faut que ce soit plus, il faut que ce soit un suivi, il faut qu'on puisse même proposer un appel à projet pour accompagner en fait plusieurs porteuses de projets et voir quel projet aujourd'hui se cache là dehors en fait. Parce que c'est pas parce que vous faites un appel à projet demain que des personnes vont amener leur projet. Il y a quand même une population, et là donc surtout donc, en étant des femmes afrodescendantes, nous on savait ce que le syndrome de l'imposteur, Ouais. la peur de se lancer, le fait de ne pas connaître les codes, voilà, la perte de temps parce que voilà, on a un peu les mains dans le cambouis et on sait pas trop, on n'a pas forcément les clés. Voilà, on voulait faire gagner du temps. On voulait faire gagner du temps, on voulait proposer un espace où la personne peut reprendre confiance en elle, dans ses capacités et dans le fait que son projet, bah, c'est pas un petit truc en fait, c'est vraiment un projet qu'il faut traiter comme tel, etc. Et cet espace, c'est ce qu'on a essayé de faire avec l'Afrolab. Vraiment. Ok. Ouais. Bon, bah, c'est génial. C'est hyper intéressant et je trouve ça top, en fait, bah, vraiment de créer cet espace pour, comme tu dis, des femmes afrodescendantes, Mm. pour qui c'est sûrement encore plus compliqué de se lancer, parce C'est que ça. justement, bah, comme tu disais, avec le syndrome de l'imposteur et tout. Donc, c'est vraiment top. Et puis, enfin, je trouve ça génial. C'est ultra, c'est vraiment l'esprit de sororité et tout Mm. ça. Et puis c'est vrai qu'après, on a aussi d'ouvrir parce que, alors c'est vrai que nous on s'est adressé à des femmes afrodescendantes parce qu'on avait des expériences qu'on connaissait et qu'on avait de manière commune, mais quand vous avez justement plusieurs personnes qui veulent être accompagnées sur la confiance en soi, en fait ça touche tout le monde. Donc finalement on a d'autres personnes qui viennent aussi en nous demandant ça là, je serais très intéressée. Ouais. Donc c'est aussi finalement donner des clés en fait au plus grand nombre et pour cibler des problèmes très précis. Il y avait vraiment cette volonté de proposer des espaces pratiques aussi. Pas juste de leur dire ayez confiance en vous, mais vraiment qu'est-ce que tu peux mettre en place pour être plus sûr de toi dans le projet que tu veux porter, pour tenir sur la durée, ne pas laisser tomber en fait. Voilà, tu commences Enfin, je prends l'exemple du roman parce que c'est ce que je connais, mais il y a beaucoup de personnes par exemple qui viennent vers moi en me disant j'ai un brouillon, je l'ai commencé et je suis bloqué et je l'ai plus touché depuis 2 ans. Mais en fait, c'est pas grave si tu le reprends 2 ans après. En fait, c'est fastidieux. En fait, c'est normal. Ouais. Donc voilà, proposer en tout cas un espace qui soit favorable à déconstruire un peu cette image idéale que les gens ont de qu'est-ce qu'est un projet, en fait. Ouais. Ok, bah génial, c'est super. Et donc du coup, pour parler un petit peu de ton dernier livre, que je fais voir à la caméra, qui est très très beau d'ailleurs, et que j'ai lu du coup, comme je te disais avant qu'on commence à tourner le week-end dernier, et que j'ai adoré, donc qui s'appelle Nos jours brûlés. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous expliquer ce que c'est que ce livre? Oui, c'est toujours dur de résumer un livre. Ouais. Surtout quand on l'a écrit, C'est j'imagine. ça, c'est ça. Et puis surtout, à la limite, les livres pour enfants, ça va un petit peu, mais les romans, on a envie de tout raconter. Ouais. Mais donc, on se retrouve du coup en 2049 dans une société où le soleil a disparu. Et donc, Elika est une jeune femme qui est née d'une génération qui n'a pas connu le soleil. Et elle ne comprend pas en fait que sa mère soit si attachée à vouloir le lui ramener. Elle sait pas ce que c'est l'été, elle sait pas ce que c'est le jour. Donc, quand sa mère lui dit que elle pense avoir trouvé l'origine de la disparition du soleil, que celle-ci n'est pas d'ordre scientifique mais d'ordre divine. Donc Diba, la mère d'Elika, va lui proposer de partir à la recherche d'une cité qui s'appelle Voodoo et où en fait résiderait le secret en fait de l'origine de la disparition du soleil. Donc on les suit finalement dans cette épopée, donc dans une Afrique qui donc est plongée dans la nuit, futuriste aussi, avec tout ce que ça pose aussi de questions de quels sont les modes d'agriculture, de consommation ou même de commerce dans un monde en fait plongé dans le noir. Et donc Elika vraiment est une héroïne qui a pas vraiment choisi d'être là au début en fait et va se retrouver face à presque cette conviction qu'elle doit elle aussi porter cette quête pour ramener le soleil en fait dans sa société. Ouais, et c'est vraiment un très très beau livre. Enfin, moi, ce que j'ai adoré, c'est déjà tout ce travail sur le fait que ce soit dans la nuit, constamment. Je trouve que ça suscite plein de choses au niveau de l'imaginaire. Au final, c'est assez compliqué de C'est très figurer. dur, oui, c'est très très dur. C'est très particulier. Et puis, c'est vraiment hyper intéressant. Même, tu parlais des aliments, etc. Au final, tout est changé. Et moi, j'ai adoré.
Et je trouve ça aussi super en fait de proposer justement un livre de science-fiction qui se passe en Afrique. Mmh. Et ça change complètement avec une jeune héroïne noire. Enfin, c'est hyper important et ça donne aussi de nouveaux modèles. Mmh mh. Mmh. C'est vraiment génial. Et Merci. vraiment, j'ai Non, ça me adoré. fait plaisir, ça me fait plaisir. J'ai vraiment adoré. Et puis, et du coup, je voulais savoir un petit peu parce que c'est vrai que dans ce livre, il y a beaucoup aussi ça parle beaucoup d'univers un peu magique, Mmh. etc. On sent qu'il y a tout un univers de mythes Mmh qui est mh. derrière tout ça. Comment est-ce que tu t'es renseignée, toi, là-dessus? Parce que je suppose que ça a dû être beaucoup de recherches pour Ouais. en arriver là. Alors en fait, ouais, énormément parce que l'univers même d'Elika, j'ai commencé à le travailler en 2016, Mhm. donc ça va faire presque 6 ans maintenant. Ouais. Et en fait, ce que je constatais, c'est que aujourd'hui, alors du côté anglophone, ce type de littérature où on a l'Afrique comme socle d'histoire fantastique ou même futuriste est un peu plus présent. Mais c'est toujours souvent des pays anglophones, donc avec des références nigérianes, ghanéennes, Ouais. qui vont ensuite s'exporter aux US, puis après vont être traduits, on va avoir ça en France. Or, il y a tellement de richesses du côté de l'Afrique francophone, en termes de religion, déjà, propre à certains pays, ou même de culte, et même de mythologie, donc vraiment avec voilà, un récit de la création de l'humanité, etc., et du monde, que je me disais, mais pourquoi on ne les utilise pas? J'ai arrêté de me dire, mais pourquoi on ne les utilise pas? Parce que, et même en termes d'accès, c'est très difficile d'avoir. Il n'y a pas, par exemple, quand vous allez en librairie, un bouquin avec tous les mythes et toutes les religions sur l'Afrique. En général, quand on cherche mythologie africaine, on va juste avoir la mythologie égyptienne proposée et c'est tout. Et c'est Ok. une sorte de paravent. Et finalement, il y a presque un manque de curiosité à proposer en fait. Donc les Dogons qui viennent du Mali. Alors j'ai bien parlé de religion et de croyance, donc parce qu'il y a quand même des religions qui sont pratiquées encore aujourd'hui. Mais même, voilà, j'ai vraiment fait ce travail de recherche de voir si demain je devais créer justement une cosmogonie qui est celle d'Elika, Ouais. qu'est-ce que je peux insérer? Donc d'abord, je me suis intéressée à la mythologie comparée, ce qui revenait beaucoup. La déesse de l'eau, elle est très présente, non seulement dans plein de mythologies de différents peuples, mais surtout dans beaucoup de croyances en fait sur le continent. Donc on a Yemanja du côté afro-brésilien, on a Mamiwata vers le bassin du Congo et aussi le Cameroun, on a Chikambisi, enfin voilà, il y a plein d'entités qui sont une divinité, souvent féminine, rattachée à l'eau. Donc j'ai créé la mère des eaux. Pareil pour l'esprit de la terre, il y a toujours un peu, c'est souvent une figure masculine qui est représentée et qui revient dans plusieurs croyances. Donc j'ai essayé de prendre un peu de faire des êtres un peu génériques qui Ouais, soient un peu une ouais, synthèse. voilà, exactement ça, qui soit la synthèse de plein de mythes et ensuite de mettre aussi des choses un peu plus précises. Donc quand on a certaines créatures, enfin voilà, dans le monde délicat, c'est aussi parfois inspiré de certains mythes. La figure du serpent aussi, elle est hyper présente. Donc voilà, vraiment faire ce travail de synthétiser pour ensuite vraiment créer une cosmogonie qui ait cette essence vraiment Mm. propre à la diaspora afro, quoi. Ok, bah c'est vrai que c'était super intéressant parce que enfin on sent que c'est vraiment un monde qu'on connaît pas Mm. et c'est presque frustrant de pas le connaître. En fait, moi c'est ce que j'ai ressenti en le lisant. Je me suis dit mais mince, c'est super C'est intéressant. marrant parce que Pourquoi j'ai est-ce qu'on beaucoup en ce a retour-là en me disant, mais Ouais. que moi, j'ai pas jamais entendu parler. Mais oui, c'est fou. Enfin, ça change vraiment et c'est vrai que moi je suis pas une grosse lectrice de science-fiction Mm. et pourtant j'ai vraiment adoré pour le coup le livre parce que je trouvais que bah, ça changeait vraiment, ça Mm. proposait vraiment quelque chose de différent tout en reprenant des codes qui sont quand même propres à la science-fiction d'une manière générale. Mais du coup, ouais, c'est vraiment un super livre que je recommande absolument. Merci encore. Et donc, du coup, c'est à partir de 14 ans, c'est ça? À Je crois que partir c'est ce de que j'ai vu. 15. Ouais, 15? ouais, à Ok, partir de 15. 15. Ouais. Ok, donc c'est quand même assez accessible Mm. et c'est vraiment super. Donc voilà, je recommande. Mhm. Et du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une jeune femme qui t'écoute actuellement, qui te regarde et qui elle aussi peut-être a ce petit manuscrit qui traîne quelque part et qui a envie Ah. d'être publié et qui en rêve mais qui se dit mais mince, j'y arriverai jamais, je suis jamais assez bien. Alors déjà, je pense que c'est quelque chose que les gens ont du mal à garder en tête, mais
il faut aimer ses brouillons. Il y a quelque chose de très intransigeant et qui est très aussi propre, je trouve, à la culture française, de se dire qu'il faut 14 000 brouillons pour arriver à cette forme parfaite du livre. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est surtout un brouillon de départ et le laisser maturer, en fait. Parfois, quand j'accompagne via des ateliers d'écriture des participantes, elles me disent, ben, j'ai commencé à écrire, mais c'était trop nul, et j'ai arrêté. Arrêtons de se dire qu'on est trop nul. En fait, le brouillon, c'est la meilleure période. C'est là où tout est possible. Personne ne connaît votre livre. Personne ne sait, en fait, ce qu'il aurait dû être avant publication. Donc, c'est le laboratoire, en fait. Donc, déjà, se faire confiance. Vraiment, avoir un peu plus d'indulgence avec le brouillon où, en fait, oui, on écrit tout au premier jet. Il y a des problèmes de cohérence, il y a des fautes. C'est pas grave. On verra ça à la fin. Oui. Il y aura toujours le temps. Ce qui prend le plus de temps, c'est la réécriture. C'est effectivement d'espacer pour avoir un œil neuf quand on revient vers son texte. Mais déjà, faire confiance à son brouillon et s'amuser, vraiment s'amuser. Et ensuite, pour ce qui est de la publication, alors je sais que le rejet, c'est toujours ce qui fait peur. Mais je pense que déjà, s'entourer de personnes qui peuvent faire des retours sur ces textes, ça permet de s'habituer à avoir une audience, même si c'est des proches, etc. Moi, au début, j'étais très critique en me disant, ouais, mais c'est ma mère qui aime bien parce que voilà, je suis sa Oui. fille. Mais en fait, elle m'a habituée à avoir une audience finalement, à avoir un regard de lecteur. Et des fois, elle me disait, mais ça, c'est pas crédible comme situation, ou des choses comme ça. Donc, oui, se mettre un peu en condition pour s'habituer à ce que quelqu'un regarde son travail. Ça permettra vraiment de désamorcer le stress quand on se dit j'envoie ça à un éditeur ou quoi. Et enfin, le troisième point, je dirais tenter. Envoyez cette maison d'édition que vous voyez depuis longtemps et vous dites non, mon texte n'est pas assez bon. Envoyez une fois que. Voilà. De toute façon, on sera jamais prêt sinon, si on ne Ouais. tente pas. Ouais. Oui, c'est ça. Faut essayer et pas avoir peur d'échouer au C'est final. ça, C'est pas... c'est ça. Et Ouais. c'est pas grave parce qu'on change en fait. On évolue, on s'améliore. Donc si ça marche pas cette fois, ça peut marcher dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, c'est pas grave. Ok, super. Et du coup, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, etc. Alors, je suis très présente notamment sur Instagram avec mon compte Mrs. Rhodes Books. Ok. Donc, on peut suivre à la fois toute mon actualité, mes projets, et parfois je fais aussi des lives un peu à thématique sur l'écriture ou sur l'afroféministe ou autre. Je suis aussi présente sur Twitter, donc Mrs. X Roots. Ok, je mettrai tout, Voilà. je mettrai tout dans la description. Et puis ensuite en librairie. Donc je continue en tout cas je continue la promotion de Nos Jours Brûlés, en tout cas cet hiver et même l'année qui arrive. Ouais. Et pareil pour mes livres pour enfants. Donc je serai notamment au salon de Montreuil. Voilà, Ok. il y a plein de. Voilà. Venez voir sur Super. Instagram, il y a plein de petites dates où on peut se rencontrer. Parfait. Et puis, je mettrai dans la description déjà ton compte Instagram, ton compte Twitter et puis aussi tout ce que tu as écrit. Parce que je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes. En plus, c'est vrai que c'est assez large du coup parce que tes premiers livres, ça s'adresse plus vraiment aux petits. C'est ça. Et là, du coup, c'est plus pour un public adolescent. C'est ça. Donc, il y a vraiment de tout. Et donc, du coup, le petit mot de la fin. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui d'être ambitieuse en tant que femme? Comment est-ce que tu définirais ça? Ouh, je pense que être ambitieuse en tant que femme aujourd'hui, c'est avoir un peu une sorte comment dire, d'armure. C'est vraiment avancer et être bulletproof. Je vois. Donc, je pense que c'est ça, parce que je pense qu'on est dans une société qui attend vraiment parfois qu'on se plie, qu'on s'excuse d'être là. Et en fait, non, être ambitieuse aujourd'hui en tant que femme, c'est ne pas s'excuser d'être là et avancer en fait, et être confiante, vraiment. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura, Merci de de m'avoir m'avoir reçue. accordé cette interview. C'était hyper intéressant. Enfin, j'ai appris plein de choses. J'aurais aimé discuter encore plus longtemps avec toi. Mais après, tu as ta petite source de dédicace. Voilà. Donc, voilà, le devoir t'appelle. Mais merci beaucoup, en tout cas. Enfin, je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de personnes et je pense que c'est hyper important. En fait, on parle beaucoup en ce moment de représentation. Et je pense que, voilà, pour des petites filles noires, peut-être, qui rêvent de devenir autrice, c'est très inspirant d'avoir des femmes comme toi qui en parlent et tout ça. Donc vraiment bravo. Et puis du coup, merci à vous aussi d'avoir écouté ou regardé cet entretien. J'espère qu'il vous a passionné tout autant que moi.
N'oubliez pas de rejoindre Over the Rainbow sur Instagram, mais aussi de commenter et de partager cet épisode autour de vous afin de soutenir mon travail. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.